Je commence la vidéo, j'allume la caméra et il y a le soleil qui s'en va. T'es un vrai petit chef. Franchement, tu m'aides beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo plus cool et pas très préparée en fait, donc à mon avis je vais pas beaucoup regarder la caméra. Désolée. Aujourd'hui on va parler des interactions qu'il peuvent y avoir entre handicap et langue maternelle, donc comment une langue maternelle peut influencer le développement du langage chez l'enfant et comment, pour une personne qui a un trouble du langage, un trouble spécifique du langage, peu importe, comment cette langue maternelle peut rendre invisible ou à l'inverse exagérer les problèmes et rendre le handicap encore plus fort. D'abord, je vais essayer de parler un petit peu des troubles du langage et essayer d'introduire ça. Et en fait, vous allez voir que c'est difficile à définir parce qu'il existe plein de troubles spécifiques du langage différents. Et souvent, la grammaire est impactée. Mais en fait, on ne connaît pas vraiment les causes de ces troubles. Parfois, des déficits auditifs précis sont suggérés. Mais en fait, dans la plupart, le problème, c'est que il y a d'autres difficultés, comme par exemple les difficultés de contrôle moteur qui sont associées, même chez les dyslexiques. Donc en fait, on parle assez rarement de troubles purement langagiers. Mais peu importe les problèmes, peu importe le trouble, une langue avec une morphosyntaxe plus facile sera forcément plus facile à apprendre pour l'enfant, avec ou sans trouble. Et donc, on va prendre pour exemple l'anglais parce que c'est vraiment une langue très très compliquée. Et l'anglais est difficile pour plein de raisons en fait, donc je vais aborder certaines de ces raisons dans cette vidéo, mais je ne pourrai pas parler de tout, c'est impossible. Je vais commencer par parler du langage écrit, même si c'est peut-être moins logique parce qu'on l'apprend plus tard. C'est plutôt lié au monde de l'adulte qu'au monde de l'enfance et du développement. J'ai décidé de commencer par le langage écrit tout simplement, et on peut déjà dire que l'anglais est une langue opaque. C'est même la langue la plus opaque de toute l'Europe. Donc c'est assez énorme en fait. Et surtout comparé même au français en fait, et vous allez voir que le français n'est pas si opaque que ça. Une langue opaque en fait, ça veut juste dire que la retranscription des sons dans la langue écrite est très 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 irrégulière. Donc on va prendre l'inverse. En espagnol, tous les sons s'écrivent toujours de la même façon. Et tout se lit exactement comme ça se prononce. Donc l'espagnol est super facile à lire, super facile à écrire, etc. Et du coup, les dyslexies moins sévères, tous les problèmes de dyslexie, dysorthographie, etc., tous ces troubles-là, tous ces troubles spécifiques du langage, liés au langage écrit du coup, vont s'exprimer différemment comparé aux petits anglophones. Une dyslexie légère passera donc peut-être inaperçue et un dyslexique léger en Espagne n'aura aucun problème, aucun handicap. Alors qu'une dyslexie même très légère en Angleterre ou dans d'autres pays anglophones, peu importe, peut vraiment devenir très facilement très problématique parce que l'anglais est vraiment une langue qui n'a aucune régularité orthographique ou très très peu, beaucoup d'exceptions. Et un dyslexique en Espagne peut découvrir sa dyslexie en étudiant l'anglais par exemple, alors qu'en espagnol il en avait vraiment aucune conscience parce qu'il n'avait aucun problème. Ça ne veut pas dire que le trouble n'est pas là. Il y a quand même une dyslexie, et donc qui peut poser des problèmes autres que langagers, puisque j'ai dit plus tôt qu'on pouvait avoir des problèmes de contrôle moteur, notamment même chez les dyslexiques. Et ça veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de problème pour les personnes qui ont un trouble plus sévère. Même l'espagnol, le suédois, le français, toutes ces langues-là qui sont très faciles à écrire, à orthographier, à lire, etc., qui sont des langues très transparentes, toutes ces langues-là, pour une dyslexie sévère, pour une dysorthographie sévère, etc., on va avoir des problèmes et on peut avoir un handicap, forcément. Donc si on essaye d'expliquer ça simplement, en fait, l'expression d'un trouble va varier en fonction de l'environnement et donc forcément de la langue maternelle, puisque la langue est une partie de notre environnement. Pour ceux qui veulent savoir, le français est une langue ni opaque, ni transparente, ni semi-opaque, semi-transparente, ça n'a rien à voir en fait. Le français, ça va énormément dépendre du sens dans lequel on aborde ce langage écrit. Donc en fait, dans le sens de la lecture, le français est une langue très transparente, alors que dans le sens de l'orthographe, de l'écriture, le français va être une langue très opaque. Dans le sens de la lecture, c'est très régulier, il y a très peu d'exceptions, tout se prononce exactement comme ça se lit, il y a vraiment très peu de difficultés en fait. À l'écrit, à l'inverse, ça va être très compliqué parce qu'il y a plein de façons différentes d'écrire un même phonème. En fait, en français, un phonème peut donner plusieurs graphèmes, mais un graphème ne donnera en fait qu'un seul phonème. Et donc là, je vais devoir expliquer ce que c'est qu'un phonème et un graphème. En fait, un son,
c'est une unité acoustique concrète. Il y en a plein de différents, mais un phonème, c'est pas un son, c'est pas exactement un son en fait, c'est beaucoup plus abstrait. Donc je vais donner un exemple en fait parce que ça change forcément aussi beaucoup en fonction des langues puisque c'est plus abstrait. Par exemple, les sons s et sh, ces deux sons différents. Vous avez même peut-être probablement pas entendu la différence parce qu'en français on n'est pas habitué à entendre, à devoir analyser ces sons différemment. En français c'est le même phonème. En chinois, s et sh, c'est pas le même phonème et donc on comprendra ça comme deux sons différents. Donc voilà. Son, phonème, c'est pas la même chose, et pareil, lettre, graphème, c'est pas la même chose. Un graphème, c'est une lettre ou une combinaison de lettres qui permet d'écrire un phonème. Et donc en français, AU c'est un graphème, EAU c'est un graphème, AUX c'est aussi un graphème. Et donc là, on vient de voir trois graphèmes différents pour un phonème. Bon, il y en a plus, hein, vous le savez aussi bien que moi au moins. Le français est très transparent dans le sens de la lecture, avec très très peu d'irrégularités, et pourtant très opaque et peut devenir très très complexe dans le sens de l'écriture. Soleil, reviens, je t'en supplie. Pourquoi tu m'as quitté? Je vais pas m'arrêter là pour la lecture parce que on n'a pas parlé des systèmes de langue qui s'écrivent avec des idéogrammes. Et en fait, un idéogramme, ça n'est pas une lettre, c'est une image. Donc notre cerveau ne va pas utiliser les mêmes régions cérébrales pour lire les images et les lettres. Un Chinois ne va pas utiliser les mêmes régions cérébrales pour lire que nous, les Européens. Et du coup, ça va pas poser les mêmes difficultés. On peut avoir un trouble qui, chez nous, ne pose aucun problème de lecture, et peut poser des problèmes de lecture en Chine, et vice-versa. Donc en fait, la dyslexie, la dysorthographie et tout ça, ça va pas poser les mêmes problèmes, ça va pas s'exprimer de la même façon, etc. Alors on a aussi le japonais, qui lui utilise plusieurs systèmes. Il utilise les idéogrammes et les syllabaires. Donc un syllabaire, c'est un petit peu comme un alphabet. Le système d'écriture du japonais est à la fois transparent et à la fois opaque, un peu comme le français, mais pas pour les mêmes raisons, parce que quand on parle des syllabaires, c'est presque 100% opaque. Alors je suis pas ici pour donner un cours de japonais, donc je vais pas parler des quelques très 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 rares exceptions. Mais en gros, vraiment tout s'écrit comme ça se prononce en japonais, et en même temps très opaque, parce que un idéogramme, c'est 100% opaque. Les systèmes d'écriture, comme le chinois, qui utilisent des caractères, sont très 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 opaques, c'est 100% opaque en fait. Pire que l'anglais, hein. Alors le truc avec les syllabaires comme en japonais, c'est que ça marche par syllabes, et donc forcément, il y a beaucoup plus de syllabes que de phonèmes, et ça va un peu se multiplier. Donc après, ça dépend de la langue. En japonais, il y a très très peu de phonèmes, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Et même encore là, on est purement au niveau du symbole. Dans les syllabaires, il y a plus de symboles. Nous, en français, on n'a que 26 lettres. Alors c'est normal d'avoir des combinaisons parce qu'on a une trentaine de phonèmes, en fait plus, forcément ça va dépendre des régions, des accents, etc. Mais c'est normal d'avoir des combinaisons. Parce qu'on n'a que 26 symboles et ça ne suffit pas pour retranscrire tous nos phonèmes. En français, on a poussé le concept de la combinaison peut-être un petit peu loin, mais en tout cas en japonais, ça ne pose pas vraiment de problème en fait d'utiliser des syllabaires, ça n'influence pas la régularité ou l'irrégularité du système d'écriture. Et en fait, si je vous parle du japonais ou du chinois, je me sens un petit peu obligée d'aborder un problème. En fait, dans ces pays asiatiques d'extrême Est, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays d'Asie, mais en gros, les troubles comme ça, les troubles cognitifs, les troubles 10, les troubles spécifiques du langage comme ça sont très très mal connus, inconnus du grand public en fait. Et du coup, c'est très difficile de se faire diagnostiquer, d'avoir une rééducation, et même presque impossible en fait d'avoir droit à des aménagements. Du coup, les difficultés peuvent être presque insurmontables, et ça, c'est pas du tout un problème langagier, c'est vraiment un problème culturel. Je suis même tombée il y a quelque temps sur un site internet japonais qui c'était en fait une association qui luttait pour promouvoir entre guillemets les droits des dyslexiques, la visibilité des dyslexiques, etc. Et ça peut vraiment être un problème en fait quand on nie comme ça totalement les troubles et donc les difficultés. Mais ça encore, c'est un problème culturel. C'est pas vraiment ce que je veux aborder dans cette vidéo. Donc maintenant, je vais parler du langage oral et plutôt de la morphosyntaxe en fait. Et il y a énormément d'études comparatives des langues, à l'oral comme à l'écrit en fait. Et je vais encore introduire
les concepts que je veux aborder en parlant de l'anglais. L'anglais est une langue qui a des marqueurs morphologiques essentiels, mais très peu perceptibles en fait, et ça pose énormément de problèmes. Un exemple assez simple, book, au pluriel ça devient books. C'est obligatoire de rajouter le S, mais comme le S est très court et presque inaudible en fait, ben ça va être presque pas audible, et ça va être plus difficile d'intégrer et d'analyser tout ça. Et en plus, là, il y a encore bien évidemment des différences culturelles, d'accent, etc. En Amérique, tous ces marqueurs morphologiques-là sont presque inaudibles, en fait. Les se, te, look, looked, par exemple. Tout ça, tous ces phonèmes vont être vraiment entre parenthèses et presque pas prononcés. Donc là encore, il y a des différences du coup plus langagières. Les anglophones britanniques auront beaucoup moins de problèmes de morphosyntaxe que les anglophones américains parce que les anglophones britanniques accentuent beaucoup plus les s, t et tous ces sons-là, tous ces phonèmes-là qui sont très importants parce qu'ils sont obligatoires, mais qui sont pourtant pas si audibles que ça. Alors là, je vais encore une fois donner un exemple inverse. On a l'italien qui, dans ses formes du pluriel, va presque changer en fait la dernière syllabe du mot. Les variations sur les mots vont être beaucoup plus grandes, beaucoup plus audibles, et donc ça va être beaucoup plus facile à apprendre pour un adulte qui apprend la langue, mais aussi pour un enfant et surtout pour les personnes qui ont des troubles spécifiques du langage ou des troubles de l'audition, que ce soit sensoriel ou perceptif, peu importe. Un autre exemple encore, parce qu'on aime ça, il y a le the en anglais qui ne connaît aucune variation. Et donc toutes les variations qui vont suivre, parce que syntaxiquement les variations suivent le déterminant, dans les langues comme l'italien, le français ou l'espagnol, dans lesquelles tous ces déterminants sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus variables, ben on va avoir beaucoup plus de facilité à anticiper déjà la variation, mais du coup aussi à l'analyser, à l'intégrer, etc. Les différentes variations sur les adjectifs et les noms, etc. Tout ce qui se rapporte au déterminant et donc, comme je l'ai dit, tout ce qui suit. Et du coup, forcément, ça va être beaucoup plus facile à apprendre parce que ces marqueurs sont beaucoup moins courts, beaucoup moins discrets, etc. Plus la différence est perceptible, plus le marqueur est vraiment perceptible, plus ça va être analysable. Même si le contexte, ok, nous permet de savoir si c'est pluriel ou pas, pour la construction vraiment de la langue, de la grammaire, le contexte ne va pas vraiment nous aider en fait. Parce que même si on comprend, ce n'est pas pour ça qu'on peut vraiment construire et comprendre la construction qu'on a entendue. Et bien sûr, on a l'exemple extrême, roulement de tambour ou pas, le japonais. Le japonais, c'est vraiment une langue qui fonctionne par syllabes. Donc quand on a une variation, ça va presque transformer la syllabe entière ou un ensemble de syllabes, mais même une syllabe entière, c'est déjà énorme. Et du coup, le japonais va être une langue qui sera beaucoup plus facile. Il y a une mouche. Elle va m'énerver. Elle m'énerve déjà, en fait. Donc je disais, le japonais sera une langue beaucoup plus facile, du coup. Beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus analysable, et donc plus facile à apprendre, tout simplement. C'était un petit aperçu des interactions handicap-langue maternelle. Les chercheurs et les cliniciens doivent souvent prendre en compte la langue dans laquelle ils travaillent parce que les interactions sont complexes et non négligeables. J'espère vous l'avoir fait comprendre dans cette vidéo. Je reparlerai très certainement de pourquoi l'anglais c'est compliqué dans une autre vidéo en abordant d'autres concepts, donc en parlant plus de phonologie en fait, je pense. J'ai quelques idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine!